Alors c'est des informations vraiment très intéressantes hein, que j'ai trouvées donc toujours sur X que je vais vous montrer et ça va en fait en même temps avec les commentaires que je peux avoir de certaines personnes qui me disent ouais mais la voiture électrique ça coûte trop cher etc. Et ce qui est très bien c'est qu'il y a eu une étude par rapport en fait au coût, comme vous le savez Tesla donc modèle 3, modèle Y, il n'y a pas d'entretien, les véhicules coûtent très peu cher. J'ai eu d'ailleurs hier un commentaire d'une personne qui me disait ouais mais aux États-Unis, si tu habites aux États-Unis, tu prendrais pas une voiture électrique, le modèle Y il est claqué au sol. Eh bien écoute, on va déjà par rapport à cette analogie parler du modèle 3 qui a le coût le plus faible, donc eux c'est en miles, nous c'est en kilomètres, et donc le modèle 3 c'est par rapport aux miles 66 cents. Juste derrière, tout confondu, puisque là après c'est l'Accord LX, 67 cents, la Camry, je vous la prends pas, donc je ne sais plus c'est le 2 litres 4 ou 2 litres 5 qui fait dans les 200 chevaux, c'est la même chose que la RAV4, 73 cents, elle est plus chère parce qu'en fait il y a un entretien plus récurrent. Après le coût et les matériaux et les consommables ne sont pas délirants, mais il y a un coût supplémentaire, parce que c'est vraiment le coût global, hein, le coût d'entretien, le coût très certainement aussi avec les pneus, avec tout, en fait on a vraiment un coût au kilomètre, et le modèle 3 est là-dessus le meilleur. Là après il y a la Ioniq 6, la Ioniq 5, et BMW 330i, alors je suis vraiment étonné, bon, qui double, qui est à plus $1. $1,12. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que ça manque en fait un petit peu de modèle? Est-ce qu'on aurait pu avoir un comparatif un peu plus important? Je vais vous mettre aussi donc le modèle Y, donc ça c'est aux États-Unis, c'est vraiment le moins cher, donc 74 cents. Mais le RAV4 est juste derrière. En fait, ils ont pris pour chaque modèle berline, mais bon, ils ont mis Ioniq 5 et Ioniq 6 de l'autre côté, hein. Ils sont teubés. BZ4X 79 cents, pas trop cher non plus. On a l'Ioniq 5, cette fois-ci, qui est considéré comme une SUV, donc 91 cents. Bah oui, il y a un entretien, en fait, normalement, qui est tous les ans. Ford Mach-E, c'est tous les 2 ans, mais il n'est pas donné l'entretien. 92 cents, et on sait que le véhicule est assez lourd. Il est plus petit que le modèle Y, mais il consomme un peu plus, surtout sur l'autoroute, etc. Ça manque d'efficience. Et je sais pas, ils ont envie de se faire BM, et ils te montrent une BMW X3 X-Drive. Ils sont quand même très gentils, hein. Je ne sais pas si c'est Tesla qui a communiqué ou quoi, c'est les informations que j'ai vues comme ça sur X, je ne maîtrise pas assez, mais BM en prennent une couche, mais on ne peut pas comparer logiquement un modèle Y avec un X3, il aurait fallu comparer avec un X5, et le compare toujours avec un X-Drive 30i, je ne sais pas 30i chez eux, je pense que ça doit être comme le 28i, ça doit être le 2 litres, donc 1,19. Donc, tout confondu, voiture électrique, en fait c'est ce qu'ils veulent te dire, voiture hybride avec Toyota, électrique avec le BZ4X, le Hyundai Ioniq 5, le Mach-E par exemple, et thermique, donc avec le X3, tout confondu, le modèle 3 et le modèle Y ont un coût, et c'est le but, hein, ça a toujours été comme ça. Elon Musk, avec ses qualités et ses défauts, il l'a dit sur le robot taxi, ce qu'il veut, c'est réduire les coûts. Alors attention, le type est illuminé, il ne faut pas l'écouter à la lettre, hein. Quand il dit qu'il va diviser par 10 par rapport à un taxi ou quoi, c'est pas que la kétamine, ok, voilà. Il est hors sol. Mais le but, encore une fois, à chaque fois, c'est d'avoir quelque chose de très, très, très compétitif. Et là, en tout cas, c'est le cas. Petite coupure, éternuement. Bref, voilà pour la fin donc, de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à pousser un like, à me dire ce que vous en pensez. Ça serait bien donc d'avoir aussi un tarif donc en Europe, mais je pense que de toute manière, ça sera similaire. Je vous l'ai expliqué, le modèle 3, modèle Y. Vous faites une révision avant les 4 ans, 80 000 km. Et si vous avez des choses, en fait, ça passera en garantie. Il n'y a pas d'hypocrisie au niveau de Tesla. Donc, au final, 100 à 200 €, c'est vraiment très, très, très peu cher pour un entretien au bout de 4 ans. Ils vous font tout en fonction donc, de ce que vous demandez. Après, il vous dit c'est à la carte. Après, les pneus, on sait très bien que sur un modèle Y, on est aux alentours des 40 à 60 000 km. Un modèle 3, on est entre 60 et 80 000, ça dépend après comment vous allez rouler ou quoi. Donc le seul point aujourd'hui qui coûte relativement cher, mis à part les assurances, ou de la carrosserie, ou certaines pièces, même si voilà, le taux horaire n'est pas trop délirant, hein, franchement chez Tesla, contrairement en tout cas à d'autres constructeurs, ça va être au niveau des bras, c'est le cas de le dire. Donc c'est pas que c'est un défaut, c'est que les bras de suspension, c'est quelque chose qui a l'air d'arriver assez souvent, et le véhicule est trop lourd par rapport aux bras, et par rapport en fait au couple. Donc les gens qui vont avoir tendance à faire entre guillemets on-off, je pense que ça sera mon cas. Je vais aller faire un petit check-up, je pense, pour à partir des 3 ans ou 3 ans et demi, si on garde vraiment le véhicule jusque-là, et je vous ferai un retour, mais pour le moment, que ça soit mon ami Thomas, mon ami Nabil, et plein d'autres, à chaque fois, les bras de suspension, en fait, ils sont trop faibles par rapport à quelque chose. Donc,
Tu peux pas alléger la voiture, à moins que tu remettes des batteries NMC dans ces cas-là et des batteries plus petites. Tu peux éventuellement donc avoir un couple qui soit moins important, mais donc je pense que Tesla va l'intégrer par la suite, puisque c'est eux, hein, c'est de leur poche donc qui sortent au niveau de la garantie. Donc aussi, ils essayent de retravailler et de revoir leurs pièces. Donc je sais que par rapport à des pièces d'il y a 3 ou 4 ans, eh bien leur but c'est pas de mettre une tartine, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est très rare, hein, et de comprendre que on est tellement habitué, des constructeurs comme Renault, Stellantis, en fait, ou même Mercedes, hein, quand ils ont passé les moteurs 2 litres 2 avec une simple chaîne au lieu d'une double chaîne, et qu'ils savent très bien qu'au bout de 200 000 km, peu importe comment tu roules, elle va casser ou quoi, que tu es obligé de la changer de la chaîne, c'est inadmissible. Autant mettre une courroie dans ces cas-là, ça vous coûtera moins cher. Mais qu'il y a des pièces et ils savent qu'il y a une usure et qu'on a une sorte d'obsolescence programmée, voilà, ça c'est inadmissible. Donc c'est pour ça qu'on retrouve d'ailleurs Toyota, parce qu'en fait Toyota, tout est surdimensionné. Et à un moment donné, quand tu payes un certain prix, notamment une Mercedes, c'est pas normal en fait d'avoir des pièces qui soient sous-dimensionnées. Et donc eux, ils s'en foutent, ça fait comme les boîtes auto, etc. Les vannes EGR, les injections directes, les airbags Takata, ou l'AdBlue, le réservoir ou quoi. C'est pas grave, soit ça passe sous garantie, soit le gars, c'est bon, on a tellement l'habitude de l'allumer. Donc on peut pas reprocher franchement à un constructeur qui soit d'ailleurs aussi jeune, limite de dire, on veut pas vous voir. Vous faites votre liquide vous faites votre liquide lave-glace et c'est tout. Le liquide de refroidissement, je crois que Nabil m'a dit 13 € pour le contrôler. Voilà. Il suffit juste d'avoir un appareil, tu regardes s'il y a de l'eau ou pas, il n'y a pas d'eau, on le garde, c'est tout. Sur le format Key, il te le change. Le liquide de refroidissement, je crois que c'est comme la MG4 tous les 4 ans. Et je crois qu'ils font une purge des freins tous les 2 ans. Mais pourquoi faire une purge de freins s'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de bulle et que le liquide est bon? Tu viens contrôler, et c'est ce que Revolt par exemple propose, tu contrôles, eux ils ont la possibilité donc de remplacer, ou en tout cas essayer de réparer, tu remplaces sur un échange standard ou quoi, donc une pièce qui a été reconditionnée, si vraiment tu peux pas, tu pars sur du neuf. Donc là-dessus, en fait il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas besoin d'avoir plus de magasins, il n'y a pas besoin d'avoir plus de garages, et si vous voulez plus de garages, en fait il faut aller chez une autre marque, qui souvent a des indépendants. Donc Tesla, eux, ce sont leurs propres usines, ce sont leurs propres salariés, ce sont leurs propres garages, ce sont leurs propres garagistes, leurs propres... Donc en fait, si tu veux, ils maîtrisent tout de A à Z. C'est à la fois parfois un inconvénient, hein, on le sait, hein, lorsqu'en fait on fait tout, des fois on fait des choses mal, mais c'est aussi un avantage. Donc le gros avantage, ils font tout ce qui est, donc, vous le savez, au niveau de l'ordinateur, au niveau de la gestion, au niveau de la gestion de leur BMS, au niveau de tout ce qui est préconditionnement, de la batterie. Il n'y a vraiment que les cellules en elles-mêmes qui ne font pas les moteurs. Et donc ça vous permet finalement d'être, à mon sens, déjà compétitif et de pouvoir tout maîtriser. C'est ce qu'on faisait à une époque, et puis on a décidé finalement de tout sous-traiter. Un jour, je vous ferai une vidéo là-dessus. Quand on voit par exemple Peugeot ou le groupe Stellantis, mais même avec Renault, le moteur finalement, il est fabriqué en France, mais c'est une conception entre guillemets, je crois que c'est le leader mondial, un Nidec là, japonais. Vous avez la batterie, un coup c'est LG, un coup ça peut être Panasonic ou CATL ou autre. Des fois ça peut être fabriqué en France ou en Europe, mais pour l'essentiel, donc la conception, tout ça, donc n'est pas française, sauf ACC, Vercor ou quoi, mais ça reste anecdotique. Vous avez, il en reste quoi? Donc le châssis. Vous avez tout ce qui est infodivertissement. Une fois c'est Amazon, une fois c'est Google Automotive. Donc en fait, il vous reste les ingénieurs, le châssis et des fois même la sous-traitance de toute façon au niveau du tableau de bord, au niveau des sièges, au niveau en fait du design, des feux, etc. Donc en interne même, qu'est-ce qu'ils font? Plus grand chose. Donc la question est de savoir, moi je pense que le mieux c'est de tout faire. Et ces sociétés, en fait, ça existe depuis 20 ou 30 ans, qui a des propriétaires et qui se mettent à être locataires, comme par exemple Renault fait avec le Technosant ou quoi, c'est dommage, ça prouve en fait un changement d'éthique, et ils reviendront en fait sur ça, parce que concrètement, oui, ça les embête, je pense, d'avoir une immobilisation d'usines, de sièges, etc., ou de salariés ou de centres. Oui, ça les embête, je pense, de devoir gérer tous les salariés, etc. Ça les embête de devoir gérer
tous les services RH, etc. Mais c'est complexe, mais finalement, quand c'est bien roué, ça fonctionne beaucoup mieux. Allez, sur ce, ciao à tous.